Il y a les RGPD effectivement qui aujourd'hui, sur la partie digitale, mais comme pour pas mal d'acteurs, complexifie un peu les choses parce qu'évidemment on peut plus traquer de la même manière les personnes qu'avant, surtout sur toutes les campagnes. Depuis peu, on a quand même intégré ce qu'on appelle le tracking server-side, donc qui nous permet aujourd'hui de bypasser certains outils qui nous empêchaient donc de bien suivre le tracking, comme des adblockers. Dès lors qu'il y a des erreurs réseau aussi, ça permet de bypasser ça. Quand il y a des erreurs JavaScript de chargement du script, ça permet de bypasser tout ça. Et ça permet aussi de mieux contrôler la donnée qu'on récolte pour aussi la envoyer aux différents partenaires tiers comme un Meta ou un Google. On a à la fois des dashboards internes, des dashboards externes faits par exemple des agences. On n'a pas un dashboard global qui réunit tout. J'aimerais bien que ça existe, ça. Oui, ça, on adorait tous. S'il y a un auditeur qui nous écoute et qui veut lancer un produit global, moi je suis preneuse. Bonjour, vous écoutez Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Je suis Ambre Prigent. Ensemble, nous explorons les grandes transformations à travers les voix de celles et ceux qui les façonnent. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Crème Connect. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Édouard Charpentier, Digital Marketing Manager chez Netatmo. Nous allons parler acquisition, nous allons parler influence, nous allons parler produits, on va parler aussi d'IA. Je suis ravie de t'accueillir, Édouard. Bienvenue dans le podcast Crème Connect. Merci. Aujourd'hui, tu es chez Netatmo depuis maintenant plus de 8 ans, je crois. J'imagine que tu as dû voir la marque, ton poste, le marché et ton rôle au quotidien évoluer. Moi, j'aimerais vraiment qu'on commence ce podcast en parlant déjà de toi, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a conduit à rejoindre une marque comme Netatmo et qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui à ce poste de digital marketeur, entre guillemets. Ouais. Oui, effectivement, moi j'ai voulu rejoindre cette entreprise parce que je suis assez geek sur les bords, je suis très fan des nouvelles technologies. Ok. En plus, marque française, donc ça m'intéressait d'autant plus de pouvoir contribuer à l'essor des nouvelles technologies françaises. Ouais, donc voilà, donc ça fait 8 ans, comme tu le disais, que je suis chez Netatmo. Au début, moi je suis arrivé pour m'occuper du SEO et du SEA. Ouais. Tu étais traffic manager, je crois, au départ. C'est ça exactement. Donc SEO, SEA. Ensuite, très vite, j'ai commencé à développer le chiffre d'affaires en activant d'autres leviers de communication comme l'affiliation ou l'influence. Ensuite, j'ai contribué à la partie aussi développement du CRO sur le site, donc en intégrant une solution d'avis client. C'est quoi le CRO ? Conversion Rate Optimization. Ok, très bien, très clair. C'est pour les gens qui ne connaisseraient pas. J'aime bien demander un petit peu les terminaisons un peu techniques. Ouais, je comprends. Et donc ensuite, j'ai développé donc cette partie-là. J'ai aussi intégré un outil d'analyse du parcours client sur le site. Donc ça, voilà, c'est toute la partie CRO. Et puis ensuite, je me suis mis aussi à chapeauter l'équipe social media, que ce soit la partie organique ou paid. Ok. C'est combien de personnes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est 2 personnes plus une agence. D'accord. Voilà. Ah oui, on va en parler tout à l'heure justement de la manière dont tu pilotes tes équipes et les agences avec qui tu travailles, comment tu essayes de départager un peu les missions de chacun. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Ok, merci beaucoup, Édouard. Aujourd'hui, comment tu peux expliquer ce que tu pilotes exactement au sein de Netatmo? Comment tu fais pour piloter le digital au quotidien, la mise en avant des produits, j'imagine? Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec nos équipes produits qui vont évidemment nous fournir tous les wordings qu'il faut mettre en avant dans nos assets. Et puis nous, derrière, on va les réadapter pour que ce soit plus catchy en fonction des audiences qu'on veut adresser. Donc voilà principalement comment on va travailler avec d'autres équipes. On va aussi travailler pas mal avec les développeurs pour tout ce qui va être optimisation, par exemple, du site internet, toute la partie SEO sur la partie technique, par exemple, ou la partie analyse du parcours client, par exemple, aussi. Ok. Donc aujourd'hui, toi, tu dirais que ton rôle en tant que digital manager, c'est de gérer le site de la marque, les réseaux sociaux, j'imagine, et tout ce qui te permet d'aller faire de l'acquisition, soit de nouveaux clients, ou peut-être transformer des clients déjà acquis qui seraient
en train de se poser la question. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, moi, je m'occupe vraiment du full funnel marketing. Donc, ça va être la partie performance, considération et notoriété. Donc, c'est là où, effectivement, on va activer différents leviers de communication selon le type de cible. De cible qu'on veut adresser. Voilà, ouais. Exactement. Et donc, c'est là où nous, on a toujours été très perf. Donc, au début, on a activé plutôt des campagnes Meta Ads ou Google Ads, surtout sur la partie bas de funnel, pour convertir des prospects chauds. Et puis, depuis peu, on commence aussi à faire des campagnes plus de trafic ou de notoriété, où là, on va essayer de cibler une audience un peu plus large, qui ne nous connaissent pas forcément, mais que derrière, on viendra retargeter avec nos campagnes plus perf. Et donc, c'est là où on va aussi essayer de travailler de nouveaux formats, on va essayer de faire de la vidéo, peut-être par exemple des UGC plutôt sur la partie notoriété, chose qu'on fera peut-être moins sur la partie perf, où là, ce sera plus des vidéos vraiment produits ou promos, par exemple. Oui, voilà, à peu près. Ok, très clair. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Netatmo, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui comment tu décrirais la promesse de marque Alors, Netatmo, ça fait depuis 14 ans environ qu'on crée des objets connectés qui ont pour but donc, d'améliorer le confort et la sécurité chez soi. Et donc tous nos produits ils répondent à une promesse qui est assez simple, c'est d'être un produit qui a une vraie raison d'exister. C'est-à-dire que c'est pas des gadgets. Et donc nous on va concevoir des produits qui vont être utiles, durables et qui vont surtout aussi communiquer dans un même écosystème. Voilà. Donc ils sont connectés entre eux. C'est ça. En gros, si on a plusieurs produits de la marque, exactement, ils sont connectés un peu en Bluetooth, j'imagine, avec des API peut-être. Exactement. Il y a certains produits qui vont pouvoir communiquer entre eux. Typiquement, on a un thermostat, une station météo. Par exemple, le thermostat peut adapter la température chez vous en fonction des données que vont lui envoyer la station météo, par exemple. Okay. Donc il y a pas mal de scénarios qui sont possibles entre nos différents produits. Ok. Quel type de produit exactement vous proposez du coup à vos clients? Alors nous, on propose, on a 3 verticales. On a le confort, la sécurité et la météo. Donc la météo, c'est notre premier produit qu'on a sorti il y a plus de 12 ans maintenant. D'accord. Donc qui permet de connaître le taux de CO2 que vous avez chez vous, le taux d'humidité, ce genre de choses. Donc c'est pour vraiment améliorer le confort direct dans votre habitat. En gros, ça nous dit quand il faut aérer chez nous. Voilà, par exemple, voilà, exactement. Qui est hyper important. Exactement. Okay. Et puis même tout ce qui est taux d'humidité, parfois on s'en rend pas forcément compte, mais ça peut amener aussi des maladies. Donc ce genre de produit permet vraiment donc de mettre en avant ces cas-là. Et j'imagine que c'est connecté à une application. Exactement. Okay. C'est parce que tous nos produits sont des objets connectés et donc ont une application associée. D'accord. Qu'il faut télécharger soit dans l'App Store, soit dans le Play Store. Ok, très clair. Et donc ensuite, les 2 autres verticales, c'est la partie confort et sécurité, qui sont donc le confort, c'est tout ce qui va être lié aux économies d'énergie. Donc là, on va mettre en avant des thermostats, par exemple, des thermostats connectés, des têtes thermostatiques aussi que vous venez brancher à chacun de vos radiateurs. Et donc ça permet de faire des économies d'énergie plutôt substantielles. Sur nos factures, à la fin du mois. Et surtout qu'en ce moment, avec toute l'énergie qui augmente, que ce soit le gaz ou même l'électricité. Ça permet de faire des vraies économies. Exactement. Okay. On a l'ADEME qui a en tout cas dit qu'avec une solution de chauffage connecté, on peut faire des économies jusqu'à 250 € par an. Donc voilà, c'est pas négligeable. Oui, bien sûr, c'est pas négligeable, effectivement. Avant de parler d'acquisition, de performance, qui est le cœur de ton quotidien chez Netatmo, moi, j'aimerais qu'on pose un petit peu plus le décor, justement, sur la marque. Aujourd'hui, Netatmo a rejoint le groupe Legrand, je crois. C'était qu'en 2018. Qu'est-ce que ça fait d'être intégré à un grand groupe comme le groupe Legrand? Ce que ça fait, ça porte pas mal de choses. Donc déjà, on était déjà partenaire avec eux avant le rachat. Donc on a rendu connectés leurs interrupteurs, leurs prises électriques. Okay. Et donc ensuite, suite au rachat, effectivement, il y a eu évidemment des process qui ont été mis en place. Il y a eu ça nous a aussi permis d'avoir une expertise d'un grand groupe industriel qui nous a donc ouvert de nouveaux réseaux de distribution. D'accord. Et puis ça a aussi donné de la crédibilité à la marque, qui était donc, comme vous le disiez au début, qui n'est pas forcément une marque très très connue du grand public et qui, grâce au groupe Legrand, a permis d'asseoir une certaine notoriété. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, justement, en parlant de notoriété, quels sont les canaux de distribution de la marque? Le digital,
j'imagine en grande surface ou peut-être en magasin spécialisé. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a vraiment deux grosses verticales. On a le B2C et le B2B. Ouais. Donc, sur la partie B2C, effectivement, on vend sur notre shop en ligne, donc sur notre site internet. Donc, c'est vraiment un site e-commerce. Donc, c'est vraiment un site e-commerce, exactement. On vend aussi chez Amazon. Et puis, on va vendre aussi chez des distributeurs physiques, comme Leroy Merlin ou Castorama, qui donc, vont vendre à la fois dans leur point de vente physique, mais aussi sur leur site internet. Et ensuite, on a aussi la partie B2B, où là, pour le coup, effectivement, on va plutôt s'adresser à des chauffagistes ou des électriciens. Et donc là, on va vendre chez des distributeurs pros, comme Rexel ou Sonepar, qui sont des distributeurs pas connus pour nous, mais bien connus. Et donc, toi, quand tu travailles au quotidien, tu targetes ces deux cibles-là? Alors, on target, nous, aujourd'hui, principalement la partie plutôt B2C. On a fait des campagnes B2B à une époque, mais aujourd'hui, juste par rapport à des histoires de budget, tout simplement, on se concentre aujourd'hui surtout sur la partie B2C. On essaye aussi de se concentrer sur moins de marchés qu'avant. Avant, aujourd'hui, on vend sur toute l'Europe, globalement. À toute l'Europe, c'est ce que j'allais te demander. Exactement, on vend sur toute l'Europe. Mais et au tout début, quand je suis arrivé, on investissait sur tous les pays en Europe. Et puis, on a commencé à recentrer aussi nos investissements marketing sur un peu moins de pays, histoire d'avoir des investissements un peu plus 360. C'est-à-dire que vaut mieux investir beaucoup dans peu de pays qu'un petit peu dans... disséminer un peu partout. Voilà, exactement. On a quand même de meilleurs résultats lorsque la personne va nous voir à la fois sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Google, et que voilà, vraiment chaque touchpoint est adressé finalement. Ok, mais pas... Typiquement, dans un pays, vous allez mettre plus de budget plutôt que vraiment de disséminer... partout. Vous vendez à l'international? Donc en Europe. En Europe. Voilà, exactement, principalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui rend le smart home plus complexe à piloter qu'un pur produit e-commerce basique? Ce qui le rend plus compliqué... Après, c'est pas forcément plus compliqué, dans le sens où, par exemple, on fait des produits comme si c'est des produits connectés. C'est vrai qu'à une époque, ça nous a permis aussi d'améliorer aussi nos campagnes Facebook, par exemple, parce qu'on arrivait à faire le lien entre des personnes qui avaient acheté nos produits et des personnes qui avaient un compte Facebook. D'accord. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui n'existent plus depuis l'IDFA qui est rentré il y a quelques années, qui donc maintenant fait très attention aux données des utilisateurs sur des plateformes type Meta ou Apple, ce genre de choses. C'est un peu la RGPD, quoi, en gros. Alors, il y a la RGPD, effectivement, qui aujourd'hui, sur la partie digitale, mais comme pour pas mal d'acteurs, complexifie un peu les choses, parce qu'évidemment, on ne peut plus traquer de la même manière les personnes qu'avant, surtout sur toutes les campagnes. Depuis peu, on a quand même intégré ce qu'on appelle le tracking server-side, donc qui nous permet aujourd'hui de bypasser certains outils qui nous empêchaient donc de bien suivre le tracking, comme des ad-blockers. Dès lors qu'il y a des erreurs réseau aussi, ça permet de bypasser ça. Quand il y a des erreurs JavaScript, de chargement du script, ça permet de bypasser tout ça. Et ça permet aussi de mieux contrôler la donnée qu'on récolte pour aussi la renvoyer aux différents partenaires tiers comme un Meta ou un Google. D'accord. Donc ça permet d'améliorer un petit peu les choses. On l'a mis en place il y a que quelques mois, donc on commence à voir les résultats. On a à peu près entre plus 15 et plus 17% de conversion grâce à la mise en place de ce... Ouais. Okay. Non, ça marche très bien pour ça. Mais parce qu'effectivement, on est obligé avec la fin des cookies tiers, on est un peu obligé de trouver de nouvelles solutions pour récupérer les infos. Ouais, pour récupérer les infos. Et des infos propres. Oui, des infos propres. Voilà, exactement. Ça, en fait. En plus, c'est ça qu'en fait, c'est encore mieux parce que ça permet vraiment de récolter vraiment la data qu'on le souhaite et aussi d'envoyer la data qu'on souhaite à Meta ou à Google. C'est pas eux qui récupèrent de manière automatique via un pixel dans notre site toutes les infos dont ils ont besoin. Donc même d'un point de vue RGPD, c'est beaucoup plus clean. Et puis c'est toujours soumis quand même au consentement des cookies. Donc si la personne ne veut pas qu'on... Les fameux messages là où on dit... La fameuse pop-up RGPD, exactement. C'est quand même soumis à ça. Donc il y a quand même une vraie protection des données. Justement, parlons-en de l'expérience client sur la partie, on va dire, digitale. À quel moment elle commence chez Netatmo au niveau de la découverte du produit, de l'achat, de l'installation, de l'usage, où vraiment on a une expérience qui est complètement alignée sur toutes les phases de décision? C'est ça, l'expérience client, elle est vraiment de bout en bout, on va dire, digitale, parce que tout d'abord, nos produits, effectivement, donc, nécessitent donc, des applications pour les installer.
Donc ensuite, ces applications-là vont soit sur des produits plug and play, vont montrer chaque étape d'installation, donc ça ce sera très rapide. Et puis pour des produits qui sont pas plug and play, qui nécessitent une petite installation avec des raccords électriques, là pour le coup il va y avoir des vidéos d'explication pour voilà, bien faire les choses. Et voilà. Et puis si vraiment on est perdu là-dessus, à ce moment-là, on peut faire appel quand même à un professionnel, mais globalement, on peut quand même installer nos produits de façon autonome. De façon autonome, exactement. Et puis effectivement, il y a toute la partie un peu en amont aussi, avant que la personne l'achète. On a notre site internet avec des fiches produits, des FAQ. On a par exemple créé un outil qui s'appelle le Compatibility Check pour lorsque vous voulez acheter un thermostat, savoir si votre chaudière est compatible ou non avec notre thermostat. Ah ouais, j'ai eu ce problème-là avec ma chaudière. Et justement, mon petit produit connecté, c'était pas compatible, j'ai dû changer. Donc c'est intéressant de faire ça. Voilà, nous en amont, effectivement, c'est vrai que ça permet d'éviter qu'il y ait des déceptions clients comme dans ton cas. Et puis en plus, ça prend que quelques minutes, il faut répondre à quelques questions et puis vous savez tout de suite. C'est assez simple. C'est hyper simple. Donc il y a un vrai travail sur l'expérience client du début à la fin du parcours. C'est ça. Sur des sujets à la fois qui peuvent être sur le confort, la sécurité, l'énergie, ça change quoi pour toi la façon d'aller penser le marketing digital? Parce que c'est quand même des sujets qui sont hyper différents, qui sont quand même, à mon avis, des sujets qui participent à la décision d'achat. Le côté sécurité, c'est comme une voiture. C'est, je pense, un des premiers leviers de frein à l'achat. Aujourd'hui, tous ces sujets-là, comment toi, tu arrives un peu à les manier pour que tout ça, ce soit hyper simple, hyper... on va dire transparent et que tu arrives à penser ton marketing et ta stratégie en fonction de ces différents sujets. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, juste avant d'aborder ça, effectivement, nous, on a vraiment... notre proposition de valeur est vraiment le respect de la vie privée, la protection des données. Et donc, depuis toujours, en fait, on a conçu des produits qui vont collecter un minimum de données, mais surtout garantir la pleine utilisation de ces données par l'utilisateur. C'est-à-dire que, typiquement, sur nos caméras de surveillance, toutes les vidéos sont encryptées sur une micro-carte SD qui sont dans la caméra. Donc, nous, on reçoit aucune vidéo. D'accord. On a accès à aucune vidéo. Si l'utilisateur il veut supprimer ce qui s'est passé la veille, exactement. Il peut sortir la carte et la supprimer. Alors il peut donc déjà il peut supprimer depuis son app aussi, évidemment. Mais effectivement, cette carte micro-carte SD, il peut aussi il peut la changer si elle est pleine, ce genre de choses. Donc évidemment, il a vraiment la main complète sur ses données. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc tous nos produits aujourd'hui suivent une philosophie de privacy by design. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, collecter un minimum de données et permettre à l'utilisateur d'avoir la pleine possession de ses produits. De ses propres produits. Et pour en revenir du coup à ma question, comment toi, tu gères ta stratégie marketing en fonction du coup de ces différents positionnements produits? Sécurité, énergie, confort. Alors déjà, en général, tous ces produits vont avoir un peu une saisonnalité. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est quand même, on va permettre à des utilisateurs de trouver nos produits tout au long de l'année via par exemple du Google Ads, mais on va quand même axer et rediriger le budget en fonction donc de la saisonnalité, c'est-à-dire que typiquement, on a la saison de chauffe qui commence, on va dire, de septembre jusqu'à fin mars. Donc là, on va principalement faire du contenu autour des thermostats connectés, de nos têtes thermostatiques. D'accord. On a la partie plutôt sécurité qui, elle, va plutôt être mise en avant, on va dire, des vacances. Donc souvent, il y a vraiment un gros pic, en mai, juin, juillet. Il y a quand même des pics aussi avant les vacances scolaires d'hiver, par exemple, ou même de Noël. Donc voilà, il y a des petits pics où là aussi Et c'est là où tu vas concentrer ton budget. C'est là où on va concentrer effectivement le budget. Donc c'est vraiment très saisonnier en fait. Donc c'est assez saisonnier. Après, nos produits se vendent tout au long de l'année. On a même des thermostats qui se vendent l'été. Mais clairement, on va avoir, si on doit faire un focus sur le budget, on va vraiment faire des focus plutôt par saison. Et justement, comment tu penses ton budget ? Comment tu réfléchis à mettre tant sur tel canal pourquoi du Google Ads et pas un autre canal d'acquisition Comment ça se réfléchit, tout ça ?
Ça se réfléchit. Déjà, on a des objectifs business. Donc, nous, on va suivre le coût d'acquisition et puis la contribution revenu de chacun des leviers. Et puis, comme je le disais un petit peu au tout début, on va déjà essayer de faire du fil rouge un peu tout au long de l'année pour pouvoir adresser tous nos clients. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va créer des campagnes. On va créer des campagnes un peu plus haut de funnel pour essayer donc de toucher de nouvelles audiences. Et puis, ces nouvelles audiences, on va essayer de les retargeter derrière. Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, avec différents formats, vidéo, etc. Ok, très clair. Du coup, on va passer un petit peu à ton travail, on va dire, au quotidien, le pilotage, l'acquisition. Moi, ce qui m'intéresse dans ton rôle, c'est que tu pilotes un digital qui doit à la fois vendre, rassurer, expliquer, accompagner. T'en parlais tout à l'heure sur tes vidéos, justement, d'accompagnement à l'installation des produits. C'est quoi pour toi un bon pilotage digital aujourd'hui chez Netatmo ? Chez nous, un bon pilotage digital, ça va être... on va regarder... En fait, ça va dépendre un petit peu des KPI de chacun des leviers de communication. Par exemple, sur des campagnes très bas de funnel, on va vraiment regarder la conversion, le retour sur investissement, ce genre de KPI. Ensuite, sur des campagnes plus haut de funnel, on va regarder peut-être le trafic, le nombre de clics que ça a généré. Et sur des campagnes de notoriété, ce sera peut-être plus du visionnage de vidéos. Donc, combien de personnes ont vu à 100% la vidéo, ce genre de choses. Et aujourd'hui, sur tous tes canaux d'activation, est-ce que tu as un outil que tu utilises avec une vue globale, on va dire, sur tous les leviers que tu as souhaité mettre en place? Ou est-ce que c'est peut-être l'agence avec laquelle tu travailles ou les agences qui te proposent un espèce de dashboard complet avec une vision globale pour justement ajuster tes choix en fonction des canaux sur lesquels tu veux aller, la saisonnalité, comme tu en parlais tout à l'heure? Alors ça, effectivement, c'est toujours un peu le point compliqué, c'est qu'on a à la fois des dashboards internes, des dashboards externes faits par exemple, des agences. On n'a pas un dashboard global qui réunit tout. J'aimerais bien que ça existe, ça. Oui, ça, on adorerait tous. S'il y a un auditeur qui nous écoute et qui veut lancer un produit global, moi, je suis preneuse. C'est vrai que je me suis pas mal penché sur plein de solutions d'attribution ou de contribution. Mais finalement, il y en a aucune finalement qui arrive à vraiment répondre aux vrais besoins qu'on se pose tous. Donc aujourd'hui, oui, c'est assez compliqué. Donc on est un peu obligé de regarder par levier. Donc au moment où on lance des campagnes, on voit et qu'on lance des campagnes sur différents leviers de communication, on va voir effectivement que chaque levier va s'alimenter. Donc on voit qu'il y a quand même un effet bénéfique à activer différents leviers de communication. Mais de savoir exactement quel levier a apporté quoi vraiment dans le détail, ça aujourd'hui on n'y arrive toujours pas encore. Donc c'est de la prospectivité en fait, au final. Tu prospectes, c'est un peu un pari, non? Ah oui, en fait l'idée de toute façon c'est toujours faire du test and learn, faire des A/B tests, c'est tester toujours tester des nouvelles audiences. De toute façon le digital c'est toujours ça, on a un peu des idées, on va dire, un peu préconçues, donc on sait à peu près vers où on veut aller. Mais derrière, c'est en testant, c'est en faisant des choses qu'on va voir que telle campagne finalement fonctionne ou non, tel format fonctionne et celui-là non, peut-être tel message fonctionne et celui-là non. Enfin, voilà, c'est vraiment toujours faire plein d'itérations, faire plein de tests, plein d'A/B tests, notamment au niveau créatif. Puis on en reparlera un petit peu après peut-être, mais c'est vrai que l'IA nous aide aussi à faire pas mal d'itérations, de créer plus d'assets, plus de vidéos et donc de faire encore plus d'A/B tests et ça évite qu'il y ait cette fameuse fatigue publicitaire qu'il peut y avoir sur Meta par exemple. Et aujourd'hui, le canal principal chez Netatmo pour aller faire de l'acquisition, c'est quoi? C'est plutôt Facebook, c'est plutôt, je sais pas moi, LinkedIn, c'est plutôt Insta notre principal canal, c'est, je vais dire, ça reste Google Ads, qui reste celui qui est le plus performant aujourd'hui, enfin celui sur lequel en tout cas on a des très bons retours sur investissement, et ce qui nous permet justement de pouvoir après activer des campagnes qui, elles, n'auront pas un bon retour sur investissement à court terme, mais qui vont permettre de générer du trafic, de la notoriété, et qui, forcément, sur du long terme, auront un impact positif sur ces campagnes de perf. Voilà. Aujourd'hui, les clients font vraiment des recherches sur Google. Oui, alors les recherches sur Google, on est aussi sur Amazon, et on sait que c'est aussi très important pour un e-commerçant d'être sur Amazon, parce qu'aujourd'hui,
en tout cas aux États-Unis, ça fait partie presque d'un premier moteur de recherche versus un Google quand des personnes cherchent des produits parce qu'ils vont... Et tu peux justement là faire de la pub sur Amazon pour faire remonter un petit peu ton produit. Exactement. Ouais. Alors ça, on a une équipe dédiée chez nous qui s'occupe d'Amazon et qui effectivement va s'occuper à la fois des ventes, donc un peu du search sur Amazon, et aussi faire de la publicité à travers des bannières sur Amazon. Ah ouais, vraiment une équipe dédiée. C'est combien de personnes ? Alors là, c'est 2 plus une agence aussi. Ok. Voilà. Ah, il y a aussi une agence qui bosse essentiellement sur le canal Amazon. Ouais, exactement. Intéressant. Un gros canal. Ok. Et toi, aujourd'hui, du coup, comment tu travailles avec tes équipes ? Combien de personnes tu manages ? Aujourd'hui, moi, je manage 3 personnes plus des agences. Ok. Donc, il y a 2 personnes sur la partie donc, social media, que ce soit la partie paid ou organique. D'accord. Et ensuite... Avec combien d'agences tu travailles différentes ? Je travaille avec 2 agences différentes. D'accord. Une sur la partie SEA, la partie donc, vraiment Google Ads, et une autre sur la partie SEO. Voilà. Ok, très bien. Et ensuite, on a des agences un peu de temps en temps avec lesquelles on travaille, typiquement sur l'influence. Donc là, on l'a mis en pause en ce moment, mais avant, on avait travaillé avec une agence qui s'occupait de trouver des influenceurs, faire la gestion avec des influenceurs. Donc, on ne faisait pas de l'influence en direct. D'accord. Voilà. Ok, et ça a fonctionné justement, ce côté un peu influenceur ? Ouais, ça a plutôt bien fonctionné. On a eu donc à la base c'était plutôt pour faire pour améliorer un peu la notoriété de la marque. Donc on a vu que ça avait bien fonctionné de ce côté-là. Après, je sais qu'on travaille avec différents influenceurs qui faisaient donc des posts, 1 ou 2 posts sur notre produit, donc ce qui était très bien. Et tu vois vraiment tes ventes augmenter ? Alors justement sur cette partie-là, on était plutôt sur de la partie notoriété, amélioration de la notoriété de la marque. Donc vraiment le KPI qu'on suivait, c'était plutôt le nombre de personnes qui ont vu les reels ou les posts, le nombre d'interactions. Donc là, tu regardes les impressions. Exactement. En revanche, effectivement, il y a une de nos influenceuses qui avait pas mal de commentaires de sa communauté qui demandait est-ce qu'on peut avoir un code promo avec toi, donc demande à la fin. Donc elle nous a demandé un code promo dédié avec elle, et effectivement on a eu un petit pic de vente grâce à ça. Ah, pas mal. Donc voilà, donc ça marche en fait. Donc finalement ça marche. Voilà, ça marche. Bien, donc, finalement à la base on voulait faire que du trafic, mais on a eu un petit pic de vente, donc ça c'est toujours bon à prendre. Après en revanche, je pense que si on devait refaire de l'influence, je partirais peut-être plus sur un seul influenceur qui parle de la marque finalement tout au long de l'année. Qui fait des touch points comme ça, en fonction de la saisonnalité, justement. C'est ça, et puis en plus, ça lui permet, lui, d'utiliser le produit pendant plusieurs mois, donc en fait, finalement, de devenir un utilisateur comme un autre. Donc même si ça reste une collaboration commerciale, ça permet qu'il ait des messages beaucoup plus authentiques aussi dans sa manière de parler, et puis en fait, il va vraiment commencer à aimer le produit. Il ne sera pas juste un vendeur, il va être aussi quelqu'un qui utilise le produit au quotidien. Oui, bien sûr, qu'il l'aura adopté. Voilà, qu'il l'aura adopté. Et donc ça, j'imagine aussi que même par rapport à sa communauté, ça montre que c'est pas juste une collaboration commerciale. C'est pas juste quelque chose. On sent que la personne le fait parce qu'elle aime le produit. Elle aime le produit, elle l'utilise et ça fonctionne bien. Exactement, c'est ça. Et c'est français, surtout. Et c'est français, voilà, exactement. Ok, super. Aujourd'hui, du coup, comment tu arbitres entre acquisition court terme et justement construction sur le long terme ? C'est quoi tes choix ? Oui, ça c'est assez compliqué parce qu'effectivement on va nous demander, on a des objectifs business, donc on va nous demander évidemment une rentabilité, mais en même temps on se rend compte aussi que de faire que de la perte tout le temps, à un moment on commence à tourner en rond. Il faut commencer aussi à parler à de nouvelles personnes, à une nouvelle audience. Et donc, c'est pas facile. Donc, on essaie évidemment de concentrer le maximum de budget sur la partie vraiment perf, d'en dédier un petit peu à la partie un peu plus haut de funnel, et de montrer que finalement, de faire ces campagnes un peu plus haut de funnel permet derrière d'avoir de meilleures perfs sur le bas de funnel, ce qui permet après à terme de dégager encore plus de budget sur ces campagnes haut de funnel. Mais c'est un travail un peu à long terme parce que évidemment, ce qui importe le plus, ce qui est le plus important, évidemment, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et parfois, on a une vision très court-termiste et il faut réussir à montrer que d'avoir une vision plus moyen terme, voire long terme, est bénéfique aussi pour la marque. Ouais, mais c'est sûr qu'on n'aura pas les résultats tout de suite. Donc, quelque part, on peut croire que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Alors que pas du tout, en fait, c'est un investissement. Pas du tout. C'est un investissement. Okay. Mais effectivement, il n'est pas palpable, il n'est pas tangible tout de suite. Donc, et justement, tu parlais de budget. Sans donner des chiffres vraiment concrets, trop précis, c'est quoi un budget d'acquisition aujourd'hui pour qu'une marque soit quand même
connu en termes de notoriété, mais pas que. C'est-à-dire que derrière, il y a la notoriété du produit, mais après, il y a la transformation en achat. Ouais. Les budgets que tu pilotes, c'est de quel ordre d'idée ? Ça va, évidemment, je peux pas donner le chiffre, mais c'est plusieurs millions. Plusieurs millions. Ouais, plusieurs millions, ouais, exactement. Parce que... sur une année. Oui, voilà, sur une année. Sur une année. Sur une année. Donc c'est quand même un bel investissement. Oui, c'est un bel investissement. Okay. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une campagne ou un changement ou un pivot qui t'a particulièrement marqué et qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es dit ah ouais, ça c'est pas mal, effectivement cet investissement-là il a valu le coup, ou là tiens je suis surpris de voir telle campagne hyper bien fonctionner. Est-ce que tu as un exemple concret à donner ? Par exemple, je dirais que la partie UGC qu'on a activée il n'y a pas très longtemps, on a voulu le tester au début parce qu'on ne savait pas trop ce que ça donnait. Évidemment, quand on regarde sur Internet, tout le monde dit que ça fonctionne, mais voilà, tant que tu ne l'as pas fait toi-même, tu ne sais pas vraiment si ça fonctionne ou non. Et en fait, on a été agréablement surpris parce qu'on a eu des super perfs, on a eu des super taux de visionnage, on a eu des super taux de clics aussi. Donc, on voit que l'UGC, sur des campagnes vraiment haut de funnel, a suscité de l'intérêt pour la marque, pour le produit. Et donc ça, c'était vraiment une super, c'était une super nouvelle. Et puis, ça montre encore une fois que, en fait, dès lors que tu mets de l'humain aussi dans des assets créatifs, ça intéresse les personnes, et on l'avait vu avec les influenceurs avant. On voit que dès qu'il y a de l'humain, même si c'est de la publicité ou c'est une collaboration commerciale, ça marche quand même beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux que juste des assets statiques ou même des vidéos avec le produit qui s'affiche et le nom du produit, enfin quelque chose d'assez basique. Alors, ce genre d'assets vont très bien fonctionner sur la partie perf parce que les gens nous connaissent déjà et donc on est là pour transformer. Mais effectivement, sur du plus haut de funnel, partir sur de l'humain, je trouve ça vraiment pertinent. C'est quelque chose qui, toi, te semble plus pertinent. Ce qui est quand même paradoxal avec ton métier qui est très digital, où tu es derrière un écran et tu gères des perfs en fonction d'un ROI estimé. Là, c'est vrai que du coup, c'est un peu antinomique avec ton travail au quotidien. Comme quoi, l'IA, le digital, on en revient toujours à l'humain qu'il y a derrière et au choix, j'imagine, un peu stratégique que tes équipes ou les agences peuvent te proposer. Exactement. Tout ce qui est création des assets, aujourd'hui, c'est plutôt une équipe qui est internalisée chez Netatmo, ou c'est plutôt les agences qui te proposent et la partie média et la partie création de contenu? Non, donc c'est fait en interne chez nous, effectivement. Après, pour certains besoins spécifiques, on va faire appel à des agences, mais globalement, c'est fait chez nous en interne. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est que les agences médias, elles, vont nous dire, il y a tel format qu'il faut mettre en avant. Il faut faire à la fois de la vidéo, de la bannière. Il faut que la vidéo elle soit en 9/16e, 16/9e, en format carré. Donc elles vont donner un peu les guidelines des formats qu'il faut avoir pour que les algorithmes tournent le mieux possible. Et ensuite, c'est vraiment c'est en interne où là, il va y avoir toute la partie créative. Que ce soit donc à la fois avec nos graphistes, mais aussi avec nos chefs produits qui vont aussi nous aider à faire passer tel ou tel message. Typiquement, très bientôt, récemment, on a lancé donc notre nouveau thermostat. Donc, évidemment, on a travaillé tous ensemble pour faire les meilleurs messages possibles, les plus impactants, et aussi en fonction des audiences, savoir quel type de message on allait faire. Ok, très clair. Donc, tu as la partie produit, tu as la partie digitale. Toi, sur la partie web en tant que telle et le site, comment tu gères, on va dire, la gestion des KPIs ? Est-ce que tu vas aller regarder plutôt une page ? Est-ce que tu vas aller regarder plutôt un asset du produit ? Est-ce que tu vas aller regarder la vidéo d'installation ? Comment tu vas gérer, en fait, la vision que tu peux avoir de ton site web et de la manière dont tes pages vont être vues? C'est là où, justement, il n'y a pas très longtemps, donc on a intégré ce fameux outil donc, d'analyse du parcours client qui permet en fait de savoir où il peut y avoir des points de friction, qu'est-ce qui intéresse ou non les personnes, est-ce qu'elles vont scroller juste tout en bas, ou en fait est-ce qu'elles vont jamais voir la vidéo qui est tout en bas de page. Voilà, donc c'est grâce à ce genre d'outil en fait qu'on va pouvoir améliorer le site internet, améliorer les performances
sur le site internet. Et justement, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui sur un site comme Netatmo? C'est quoi les assets qui feront que cette page-là va être plus vue, regardée, cette vidéo plus visionnée? Est-ce qu'il faut la mettre plutôt en haut, plutôt au milieu, plutôt en bas? Ce qui va fonctionner, en tout cas, par exemple, sur nos pages produits, ça va être évidemment de mettre un maximum d'informations déjà tout en haut de page pour vraiment presque faire un résumé de ce à quoi sert le produit, puis après rentrer dans le détail, plus après amener toute une partie FAQ en bas de page. D'accord. Après, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on a envie de mettre en place, c'est toute la partie plutôt d'intégrer des vidéos au sein de ces pages produits, mais des vidéos qui viennent expliquer un bénéfice produit, peut-être qui ont les aspects peut-être un peu plus techniques. Voilà, les aspects techniques, mais qui sont assez rébarbatifs à lire, et de lire un bloc de texte, c'est pas très... ça peut en repousser plus d'un. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on consomme tellement de vidéos que, en général, les utilisateurs ont pas envie de lire des tas de choses. Donc l'idée, c'est d'intégrer des petites vidéos explicatives qui rendent la chose beaucoup plus dynamique. Voilà. Ouais, c'est vrai que les gens ont tendance à regarder les 15 premières secondes et puis après, ils passent à autre chose. Exactement. On a ce côté très... j'ai envie d'aller au bout très vite c'est ça. Et que le temps soit très raccourci. Okay. C'est ça. Dans la maison connectée, la performance du produit, elle est essentielle. C'est ce qui fait que tu respires mieux, que tu fais des économies. Voilà, t'en parlais tout à l'heure. Mais j'imagine qu'il y a quand même une autre variable qui pèse assez lourd, c'est le côté confiance. Aujourd'hui, Netatmo, c'est une marque française, donc ça, c'est chouette quand même pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissaient pas. Est-ce que c'est quand même un sujet qui va influencer un petit peu tes décisions marketing, les messages que tu vas envoyer? Est-ce que vous avez vraiment cette partie-là qui va être travaillée par tes équipes? Oui, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, Netatmo a adopté une philosophie du privacy by design, donc de vraiment créer des objets pour collecter le minimum de données possible et que la plupart des données appartiennent simplement à l'utilisateur. Et donc c'est une vraie proposition de valeur aujourd'hui. C'est une vraie proposition de valeur qu'on met en avant. Et donc nous, évidemment, c'est cet aspect-là, cet aspect respect de la vie privée, cet aspect, effectivement, par exemple, notre dernière caméra aujourd'hui qui contient... la caméra Advance. La caméra Advance, effectivement, c'est ça. Qui contient une IA locale qui embarque... qui gère toute la partie confidentialité. Je crois qu'il y a même un petit volet mécanique. Exactement. Et tu peux aussi, je crois, gérer la géolocalisation. C'est ça, exactement. En fait, cette caméra, qui est la deuxième mouture de la première qui était sortie en 2016, intègre tout un système de reconnaissance faciale qui va vous permettre de vouloir être filmé ou non chez vous. Okay. Et donc c'est ça qui est très important, parce qu'aujourd'hui il y a plein de personnes qui n'ont pas envie qu'une caméra filme 24 heures sur 24 chez eux, et donc avec notre système de reconnaissance faciale, ils vont savoir que c'est Ambre qui est rentrée à la maison, et donc il va y avoir un petit... Ça va couper. Exactement, ça va couper. Exactement. Hyper intéressant. Et quand tu vas sortir chez toi, ça va se réactiver parce qu'il va voir que tu n'es plus chez toi. Ouais, c'est top ça, parce que moi je sais que j'ai une caméra à la maison qui gère la partie sécurité. Alors, c'est pas Netatmo, mais maintenant que je sais que Netatmo fait ça, peut-être que je vais m'orienter vers ce produit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que souvent, je me dis, tiens, ça filme en continu mes enfants. Oui. Il y a un côté, où vont la data, où vont les données. Donc, ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est top que vous ayez sorti ce produit-là. Bravo. Et puis c'est ça. Et puis en fait, c'est une IA locale qui est fondée sur des algorithmes de machine learning, et donc qui vont venir détecter en direct les flux vidéo, et qui vont pouvoir donc détecter soit sur la caméra extérieure un véhicule, une personne ou un animal, et puis sur la caméra intérieure il y aura aussi les animaux qui vont être détectés, mais aussi la reconnaissance faciale. Donc en gros, si elle te reconnaît pas, elle reste activée, elle se dit que c'est quelqu'un qui est un intrus. Exactement, et c'est là où vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Donc on espère toujours ne jamais recevoir ce genre de notification, mais disons qu'au moment où on reçoit cette notification, on se dit c'est pas une fausse alerte, c'est que vraiment il se passe quelque chose. Et donc ça permet donc après de voir en direct est-ce que c'est qui est la personne détectée, et en fonction vous pouvez aussi appeler la police si c'est nécessaire.
Intéressant. Justement, en parlant d'IA, on entend beaucoup de choses sur l'IA, parfois des choses qui peuvent être très justes, parfois des choses qui peuvent être un peu, je dirais, lyriques. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce qui change vraiment dans un métier comme le tien, quand tu utilises l'IA. Qu'est-ce que l'IA crée déjà en termes de valeur pour toi au quotidien, pour tes équipes? Après, peut-être qu'on parlera un peu plus des produits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout dans l'exécution, la qualité d'analyse, la prise de décision. Est-ce que cette IA, c'est tout ça confondu ou c'est juste une prise de décision, elle va t'aider à être plus productif? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien, vous, chez Netatmo? Effectivement, oui, on l'utilise. Effectivement, ça apporte trois choses importantes. Ça va vraiment être la vitesse, l'exploration et puis l'analyse. Effectivement, la vitesse d'exploration, ça va être surtout ce qui va être création d'assets, permettre de créer différentes vidéos, différentes bannières, continuer à faire des A/B tests sur nos campagnes. Donc ça va nous permettre aussi de savoir si tel asset fonctionne ou non et puis très rapidement changer. On voit même que d'ailleurs des plateformes comme Meta intègrent de l'IA aussi directement dans les campagnes, et donc sur des campagnes shopping. Meta va de temps en temps changer le fond du packshot produit. À ta demande? Non, c'est c'est nous qui autorisons ça, mais c'est elle qui va le faire. Et donc, elle-même, en fait, va A/B tester ses propres assets, entre guillemets. Incroyable. Voilà, pour... Donc, elle se place un peu comme un assistant personnel. Exactement, elle se place comme un assistant personnel. Alors après, effectivement, vraiment de la vidéo très lourde qui est vraiment faite en interne, ça, elle va pas le générer. Mais voilà, elle va faire, aujourd'hui, en tout cas, elle fait des petites modifications qui peuvent permettre d'avoir un meilleur taux de conversion au final. Ok. Et du coup, tes équipes travaillent avec de l'IA. Vous avez peut-être un partenaire avec lequel vous travaillez ou vous avez chacun votre outil IA ou vous avez peut-être développé quelque chose? Non, alors après, globalement, notre entreprise travaille avec Copilot. D'accord. Donc, on est plus ou moins obligé de passer par ce système-là pour éviter de faire fuiter, par exemple, des données confidentielles dans d'autres IA qui pourraient être un peu compromettantes. Et puis après, nos graphistes vont travailler avec des IA dédiés, mais qui vont aussi être cadrés par la DSI, tout simplement. Okay. Vous avez une équipe DSI chez Netatmo? Oui, bien sûr. Oui, on a une équipe DSI. Propre à Netatmo ou qui fait partie du groupe Legrand? Elle est propre à Netatmo. Okay. Alors maintenant, c'est des personnes de chez Legrand qui sont dedans, mais qui est vraiment dédiée à nos équipes. À la marque. À toute la marque, exactement. Ok, exactement. Très clair. D'accord. Et l'adoption, justement, de cette IA, elle s'est faite facilement? Elle s'est faite, oui, en fait, on s'est tous dit à un moment qu'il fallait aussi, fallait s'y mettre, il fallait y passer exactement. Et donc, on a tous été un peu poussés à essayer de creuser des pistes, d'essayer de voir quelle IA permettait d'améliorer soit des assets créatifs, soit par exemple sur la partie SEO, d'améliorer le contenu. En gros, sur la plupart des sujets, on a vraiment creusé on a essayé de voir quelle IA pouvait nous apporter de la rapidité, la productivité. De meilleure productivité, exactement. On voit que par exemple sur la partie analyse, tout à l'heure je parlais de notre outil de parcours client qui lui-même a intégré une IA qui permet donc via quelques prompts de connaître des résultats sur tel ou tel parcours utilisateur, alors qu'avant ça nous aurait pris beaucoup plus de temps de faire ce genre d'analyse. Aujourd'hui tu promptes et là il te dit directement, tiens, il y a telle page qui remonte le plus, celle-ci elle est plus valorisée. Exactement, on va pouvoir parler du taux de rebond, du taux du scroll, etc. Et donc c'est en lui posant des questions directement que donc l'IA intégrée à l'outil va nous répondre. Donc c'est aussi un gain de temps par rapport aux longues analyses qu'il était nécessaire de faire auparavant. Hyper intéressant. Et justement, à quel moment il faut garder de l'humain ou du contrôle ou un jugement derrière cette IA? Après, effectivement, dès lors si je reviens sur la partie créative, évidemment, tout doit correspondre à la charte graphique. Tout doit correspondre aussi à notre manière de parler aux différentes audiences. Donc évidemment, il y aura toujours un garde-fou humain qui va dire si oui ou non il faut continuer dans cette direction ou non. Okay. Voilà.
J'ai une question sur la partie Google Ads. Aujourd'hui, tu disais que c'était un des canaux d'activation les plus importants. Avec la montée de l'IA, est-ce que aujourd'hui, tu as réfléchi avec tes équipes à intégrer Netatmo dans les LLM, Bien sûr. type ChatGPT ou autre, pour que ton produit en fait remonte dans les décisions d'achat? Est-ce que c'est un levier sur lequel vous vous êtes penché? Oui, bien sûr, on s'y penche de plus en plus. Et donc, c'est toute la partie GEO, notamment, donc, qui est le SEO pour les LLM. Ok. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne de manière... aujourd'hui, c'est encore un petit peu obscur. Globalement, le travail que tu effectues d'un point de vue SEO est censé fonctionner, enfin est censé t'aider aussi sur la partie LLM, mais c'est un petit peu différent parce que les LLM, ils vont, par exemple, par exemple, OpenAI récemment a fait un partenariat avec Reddit. D'accord. Donc, il y a une plateforme d'échange, une sorte de gros forum. Et donc, en fait, par exemple, OpenAI va beaucoup piocher d'informations dans Reddit. Donc, ce qui est important, par exemple, ça va être d'être présent sur Reddit. Ensuite, il y a toute une histoire de données structurées. Aujourd'hui, par exemple, pour remonter dans Google, on lui fournit des données structurées. On va dire, ça, c'est le prix, ça, c'est le nom du produit, enfin, ce genre de choses. C'est des titles que tu mets sur ton site? Alors, au-delà des titles, c'est vraiment des données alors, c'est intégré effectivement dans le code, mais c'est des données qui sont vraiment dédiées à Google pour qu'en fait, il améliore les fiches produits, que ce soit de manière organique, que ce soit de manière organique, ou alors même les résultats de recherche. Par exemple, sur les résultats de recherche, il va peut-être afficher le prix ou les avis clients. Ça, c'est parce qu'on lui a dit spécifiquement, ça, c'est les avis clients, ça, c'est le prix. D'accord. Pour les LLM, a priori, il va falloir aussi passer par des serveurs spécifiques qui s'appellent des MCP. Où il faudra aussi leur dire voilà quelle est notre donnée, voilà quel est le nom du produit, des avis clients, pour que lui aille chercher l'information dedans et la fasse apparaître sur l'LLM. Donc voilà, c'est encore tout ça, c'est en cours de construction et on essaye de s'adapter le plus rapidement possible à tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de savoir sur la LLM notre taux d'impression. C'est-à-dire, par exemple, sur une requête, sur un prompt, est-ce qu'on apparaît ou non, est-ce que nos concurrents apparaissent ou non. Mais après, c'est difficile de savoir comment bien l'optimiser aussi. D'accord. Et comme Google à l'époque était une black box, et il est toujours encore un petit peu aujourd'hui, même si en SEO on sait qu'il faut améliorer, il faut travailler le H1, les H2, avoir une bonne structure, avoir un chargement de page rapide, ce genre de choses. Aujourd'hui, avec les LLM, on en est comme on était avec Google il y a plusieurs années, c'est que c'est encore plus opaque. Ouais, ça reste encore opaque. Reste encore en test. Et justement, les agences avec lesquelles tu travailles t'accompagnent sur cette partie référencement dans les LLM? Oui, bien sûr. Oui, nos agences, l'agence SEO avec laquelle on travaille, effectivement, nous aide à décortiquer toute cette partie-là pour qu'on soit le mieux référencé. Exactement. Okay. Et puis après, souvent, ça se joue sur les avis clients, non? Il peut y avoir pas mal de choses. En fait, c'est assez random aujourd'hui. On ne sait pas forcément. Il y a des par exemple, sur le thermostat connecté, on est plutôt bien positionné. En revanche, sur d'autres requêtes, on l'est beaucoup moins et on ne sait pas forcément encore trop pourquoi. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être parce que, par exemple, un ChatGPT va aller piocher dans un Reddit où on n'est peut-être pas encore forcément ultra présent, où on l'est, mais peut-être pas suffisamment bien. Donc, faut creuser tout ce sujet-là. Okay. Et puis après, il y aura un jour la partie payante sur les LLM, donc les Google Ads, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est pas encore ouvert en France. Mais l'idée, c'est qu'aussi, ils vont forcément à terme intégrer de la pub. Parce que faut bien qu'à un moment ils se c'est vrai qu'aujourd'hui ils nous mettent pas trop de pub. Il n'y a pas de pub, mais ça va arriver. Ouais. Tu penses? Ouais. Oui, ça va arriver. Oui, ils sont obligés parce qu'aujourd'hui c'est quand même des modèles qui ils nous font quand même payer. Ils nous font quand même payer l'abonnement un peu cher. Oui, c'est vrai que c'est cher. Mais ils perdent quand même encore beaucoup d'argent, donc il faut quand même qu'à un moment ils rentabilisent encore plus. Bon, profitons-en. C'est ça. J'ai une dernière question pour toi. Ça concerne un peu le groupe. Aujourd'hui, le Grand a publié un petit peu ses résultats 2025 qui sont très très bons. Donc c'est chouette, j'imagine, pour le groupe, pour les produits, mais j'imagine aussi pour Netatmo. Quand on appartient à un grand groupe comme ça qui accélère, qui est en pleine croissance, est-ce que ça change aussi la manière de penser le digital ? Est-ce que tu es plus exigeant ? Est-ce que tu vas faire plus attention aux messages que tu vas délivrer ou à la manière dont tu vas publier une page, ce genre de choses? Après,
on était assez fort, avant que Le Grand nous rachète, on était assez fort sur la partie digitale. Donc, quelque part, ils nous font confiance encore sur toute cette partie-là. Sur voilà, notre manière de travailler nos discours, etc. Mais ce qu'on fait, c'est que, par exemple, évidemment, depuis le rachat, on essaie d'intégrer aussi la marque du groupe Legrand au sein de nos assets, qui est, comme je disais tout à l'heure, qui permet, c'est voilà, l'expertise d'un grand groupe industriel, ça donne de la crédibilité à la marque. Bien sûr. Donc voilà, c'est très important de pouvoir les intégrer. En revanche, après, nos messages, comme ils sont très tournés, ils vont être assez tournés produits, et que ça reste des produits Netatmo, quelque part, le fait que ça appartienne au groupe Legrand ne va pas changer grand-chose. On va vraiment s'intéresser au produit. C'est-à-dire que le logo n'est pas présent partout. Bon, on va le mettre un maximum de fois quand même, le fait qu'on appartienne à ce groupe Legrand dans nos assets. Mais au-delà du logo, après, tout ce qui va être façon de créer les messages, on va les créer de la même manière que pour tel ou tel produit, peu importe que ce soit finalement un produit du Legrand ou non. Ok, très clair. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Édouard, pour la suite? Écoute, là, on va sortir un tout nouveau produit bientôt. Ouais. Donc voilà, soyez alertes. On n'a pas l'imprimeur de l'info? Non, on ne pourra pas. Pas Mais encore. Voilà. Donc, un tout nouveau produit là, dans quelques semaines, et puis, mais qu'on avait annoncé à notre JPO donc, en janvier, donc, qui est notre nouvelle caméra extérieure. Et puis, à partir du mois de septembre, on devrait sortir aussi nos têtes thermostatiques compatibles avec le nouveau thermostat qu'on a sorti en début d'année. Voilà. Produit saisonnier. On l'attend pour septembre. Voilà, exactement. Produit saisonnier. Bon, super. Merci, Édouard, pour cet échange. Merci. Moi, ce que je retiens assez bien dans ton métier, c'est que ça ne se limite pas simplement à de l'acquisition. On touche quand même beaucoup à l'expérience client, à la confiance, au pilotage de la performance. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, pour ces exemples partagés. Moi, je te souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à Netatmo et une belle suite à toi dans tes métiers. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Merci, Édouard. Merci. Vous venez d'écouter Crème Connect, le podcast de Crème de la Crème. Pour prolonger la discussion, retrouvez nos prochains événements, nos masterclass, nos tables rondes ou tout simplement rejoindre notre communauté, rendez-vous sur crèmeconnect.io. À très bientôt pour un nouvel épisode.